Donc, qu'est-ce que le BAP fait là-dedans? Je dis que le BAP peut être impliqué. C'est important de savoir, le Bureau d'audience publique sur l'environnement n'est pas décisionnel. Donc, c'est pas comme l'Office social de l'énergie qui rend des décisions, puis si on veut contester la décision, on va devant les tribunaux. En fait, le BAP, il n'y a pas grand-chose à contester parce qu'ils font juste des recommandations. Donc, il y a un projet, ils écoutent les gens, ils regardent les documents, ils vont donner des recommandations. Ça va être sur le bureau du ministre et c'est le ministre qui décide. Il peut décider vraiment le contraire que ce que dit le BAP. Par contre, le BAP a tout le poids d'un processus transparent, d'une consultation publique de ses 30 ans d'existence, qui fait que souvent, quand le BAP dit quelque chose, les ministres ou le Conseil des ministres, ils pensent à deux fois avant de dire le contraire. Et dans ce cas-ci, il va avoir un rôle particulier à jouer. Je dis particulier parce que, puis on va le voir dans la prochaine diapo, c'est un genre de processus hybride qu'on a mis en place avec l'intervention du BAP. Donc, comment les lois québécoises se sont appliquées dans le cadre du projet Énergie-Est? Je vais vous faire, j'ai fait un petit compte-rendu de ce qui s'est passé depuis la dernière année avec le processus d'autorisation québécois. En juin 2014, l'entreprise Énergie-Est s'apprêtait à faire leur premier relevé sismique, donc des travaux pour savoir un petit peu la composition du sol pour construire leur terminal pétrolier à Cacouna. Il y avait eu leurs autorisations du gouvernement du Canada. Il n'y avait pas eu l'autorisation du gouvernement du Québec. En fait, il ne l'avait même pas demandé. Et puis, c'est là que le Centre québécois du droit de l'environnement a déposé une injonction, une demande d'injonction, donc pour avoir un ordre de la Cour qui dit non, 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 on ne peut pas faire vos travaux sans avoir l'autorisation du Québec. Puis TransCanada, qui dit toujours qu'ils ne sont pas soumis aux lois québécoises, qui les respectent juste parce qu'ils sont des bons citoyens corporatifs. Et au lieu de contester la demande d'injonction, ben, ils sont engagés à ne pas faire leurs travaux immédiatement, puis à déposer leur demande pour un certificat d'autorisation. Ils ont déposé leur demande et quelques mois plus tard, en septembre, évidemment, le ministre québécois de l'Environnement leur donne leur certificat d'autorisation. Et là, le Centre québécois du droit de l'environnement a déposé une deuxième demande d'injonction. Pourquoi? Parce que c'était pas normal qu'un certificat d'autorisation soit donné, parce que quand on donne un certificat, c'est qu'on s'assure qu'il ne va pas avoir de dommages pour l'environnement qui sont importants ou qui sont irréversibles. Alors qu'on s'apprêtait à faire des travaux dans la pluie poignante des Belugas pendant la saison de mise d'eau. Donc la première injonction, c'était au début septembre, a été rejetée. Pourquoi? Parce que quand on parle d'une injonction provisoire, c'est quelque chose qu'on dépose vraiment super rapidement dans les jours, puis on demande immédiatement de cesser les travaux. Le seuil pour convaincre la Cour d'arrêter les travaux est extrêmement élevé. Puis dans ce cas-ci, le centre n'avait pas la preuve nécessairement en main pour démontrer que le processus fait par le ministre était vicié ou ils avaient mal fait leur travail pour évaluer les dommages sur l'environnement. Fait que ça a été rejeté. Puis quelques jours plus tard, en fait, une semaine, 2 semaines plus tard, il y a une deuxième demande d'injonction qui a été déposée. C'est plutôt au stade d'interlocutoire. Puis entre-temps, les avocats du centre avaient eu le temps d'interroger des spécialistes du ministère de l'Environnement pour savoir comment ils avaient évalué le projet. Bien, on s'est rendu compte que les fonctionnaires, en fait, ils avaient bien fait leur travail. La fonctionnaire avait demandé à Environnement Canada, qui sont les spécialistes du Beluga, ils ont posé les mêmes questions environ 10 fois, à savoir de leur démontrer avec un avis scientifique qu'il n'allait pas avoir de dommages sur le Beluga. Ils n'ont jamais eu leur réponse. Puis ils ont donné quand même leur certificat d'autorisation. Fait qu'en démontrant ça, on a réussi à convaincre la Cour que le processus de certificat d'autorisation était vicié. Il y avait, le processus intellectuel avait mal été suivi. C'est comme ça que l'injonction a été émise pour arrêter les travaux c'était au 15 octobre à l'époque. Ce qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas pu faire leurs travaux cette année-là. Puis vous connaissez la suite, après le port pétrolier à Cacouna a été abandonné. Mais c'est pas fini cette histoire-là avec ces relevés sismiques parce que récemment, c'était en juin 2015, le ministre de l'Environnement a donné un mandat au Bureau d'audience publique sur l'environnement pour s'occuper du projet Énergie-Est. Mais c'est un mandat particulier parce que d'habitude, le BAP reçoit, le gouvernement reçoit des études d'impact, puis le BAP
regarde ça, fait des audiences publiques. Mais là, il n'y a même pas de demande officielle d'autorisation qui a été déposée par TransCanada. On demande au BAP de valider la composition d'un comité expert. Comité expert qui va déterminer si les relevés sismiques peuvent être faits. Et ensuite mener une enquête, une audience publique sur le projet. Fait le ministre a comme décidé de comment le BAP va intervenir dans ce dossier-là. C'est un petit peu bizarre en fait, parce qu'il y a un processus qui est vraiment prévu dans la loi pour que le BAP intervienne. Et finalement, le comité d'experts a été nommé, les experts ont été nommés avec l'approbation du BAP, et le certificat d'autorisation a été émis le 9 septembre dernier pour des travaux sismiques, pas pour le port pétrolier cette fois-ci, mais pour certaines traverses de cours d'eau. C'était pour la Batiscan, qui n'est pas très loin d'ici, le fleuve Saint-Laurent, puis la rivière des Italiens. Donc, il y a eu comme un premier échec par l'entreprise d'avoir ces autorisations québécoises, mais en fait, le Québec est embarqué là-dedans, puis finalement, ils ont réussi à avoir leur certificat d'autorisation jusqu'à maintenant. Bon. Ça complète pour ma présentation. En conclusion, ce que j'ai à dire, c'est que le message que je veux passer, c'est que le projet, c'est un pipeline interprovincial. L'autorisation finale, c'est entre les mains, non pas de l'Office social de l'énergie, mais du gouvernement, du premier ministre, et du gouvernement, on peut dire, qui sera en poste une fois que l'Office social de l'énergie va avoir fait son rapport, puis il va l'avoir déposé sur le bureau du premier ministre, si les règles ne sont pas changées d'ici là. Donc, le Québec va avoir un rôle à jouer, même si ce n'est pas eux qui vont décider, même si les lois doivent s'appliquer quand même. L'importance de se regrouper puis d'obtenir de l'aide pour influencer le projet. Bien, si vous êtes ici, c'est probablement que vous êtes déjà regroupés, mais c'est important quand on fait face à une multinationale, il faut se regrouper. C'est vraiment la force du poids, la force des propriétaires, puis la force des citoyens qui peut faire bouger les choses, qui peut faire bouger le gouvernement qui, eux, ont les outils entre les mains pour interrompre le projet. Et l'importance d'agir dès maintenant. Évidemment, ça commence déjà les audiences, mais ça va arriver assez vite si les changements ne sont pas faits à la législation. On ne peut pas vraiment compter là-dessus. Mais l'autorisation, puis le rapport de l'Office social de l'énergie, ça peut arriver très rapidement. Je vous remercie pour votre attention. Ça conclut la partie. OK. Donc, on rentre dans la période de questions.